Bonjour et bienvenue à tous sur Caro Magic Books. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire le premier point lecture de cette année 2025. Alors, j'ai pas mal de retard sur mes points lecture, j'ai pas mal lu, enfin j'en suis à quoi, entre 10 et 15 livres par mois, mais en fait je pense que je fais pas assez de points lecture. Je vous avais dit dans ma vidéo précédente que j'allais essayer d'en faire un petit peu plus parce que je pense que c'est un format qui vous plaît en plus. Donc, sans plus attendre, on va commencer. Voilà, parce que j'ai quand même un joli tas de livres à vous présenter. Je ne sais pas si je vous présenterai tout dans cette vidéo ou si je le ferai en deux fois. Je vais essayer de remettre aussi des reliques de, de points lecture. C'est même plus des reliques de pages, c'est des reliques de points lecture. Mais je vais commencer par, par le seul policier non fantastique de cette pile, qui est tout simplement Les Aiguilles d'Or de Michael McDowell aux éditions Toussaint Louverture, Monsieur Toussaint Louverture, pardon. Voilà, vous voyez la beauté de cette couverture. Alors, on voit pas grand chose à l'écran, mais quand vous regardez les dessins, en fait, ça vous raconte quasiment toute l'histoire du livre. Et j'avais trouvé ça aussi pour Cathy, et on retrouve ça en fait avec ces couvertures. Alors là, pour le coup, il n'y a pas de fantastique. On est vraiment dans un roman social, encore une fois, dans une histoire de vengeance. On est toujours au 19e siècle, c'est toujours à New York, si je ne dis pas de bêtises. Ça doit toujours être à New York. Voilà, donc on est dans quelque chose d'assez différent. On va suivre deux familles, les Stallworth et les Shanks. À savoir que les Stallworth sont une famille très très riche de la bourgeoisie américaine de la fin du 19e siècle. Le patriarche est juge. Alors, il a un fils et une fille. Son fils, bon, il est pas... Voilà, ils ont peu de confiance dans le fils aîné. Ils pensent pas à lui pour lui succéder parce qu'apparemment, il n'est pas assez fiable. Préfère passer son temps sur les tables de jeu. Enfin, auprès des tables de jeu, pas sur les tables de jeu. Il a une fille qui est mariée et le patriarche mettrait plutôt ses espoirs sur son gendre qui est pasteur, qui prêche la bonne parole. Et il y a une certaine hypocrisie dans cette famille, hein, à vouloir prononcer le bien, à s'ériger en monument de morale. Je dirais c'est facile de respecter la loi, de ne pas voler quand on est nanti, quand on a tout ce qu'il faut, ce qui est l'inverse de la famille Shanks. Alors eux, ils sont issus de l'immigration allemande. Le père alors je sais plus où, le père est décédé. Il a d'ailleurs été jugé par le patriarche de la famille Stallworth, hein, donc les riches américains. Ils sont issus donc de... Voilà, donc il reste la matriarche, qui elle a encore un accent allemand. Elle a plusieurs filles. Enfin, voilà, ils vivent dans un quartier qui est réputé pour être très dangereux, pour être 200% criminel. Et il y a notamment dans ces quartiers ce qu'on appelle des fumeries d'opium, hein, comme ça se dit beaucoup au 19e siècle. D'où les aiguilles d'or, puisqu'on se sert de ces instruments pour pouvoir prendre de l'opium. Et voilà, il y a une des personnes, une des filles de la famille Shanks qui... alors, c'est pas une des filles, c'est une belle-fille de la famille Shanks qui, notamment, va souvent dans ces fumeries d'opium pour se droguer, tout simplement, pour oublier, je pense, un peu aussi sa misère. Voilà. Et on trouve l'opposition entre ces deux familles et tout de suite, on préfère la famille Shanks, c'est-à-dire la famille... voilà, qui vit dans la criminalité, certes, mais qui n'a pas vraiment le choix. Ils sont arrivés là, pauvres immigrés, sans rien. Le père et le fils ont été arrêtés très rapidement. Bon, oui, ils ont commis des crimes. Et puis, il y a le patriarche Stallworth, donc la famille bourgeoise, qui les a pris, qui a décidé de faire un exemple et qui a pris en grippe notamment cette famille, d'autant que la belle-fille des Shanks, donc celle qui était mariée avec le fils Shanks, j'espère que je suis claire entre les Shanks et les Stallworth. Je sais, on l'a fait en lecture commune, je sais qu'il y a une petite généalogie au début, hein, mais je sais que voilà, ça nous a toutes bien aidés, tous et toutes, je ne sais plus s'il y avait un homme avec nous, je ne sais plus, mais ça nous a bien aidés pour s'y retrouver. Et voilà, donc la belle-fille Shanks, elle est notamment... donc elle était mariée avec le fils Shanks, et donc c'est elle qui va fumer beaucoup, elle passe en jugement. En plus, horreur, on découvre, elle a réussi à le cacher jusqu'ici, elle est descendante
de mulâtre en fait, hein, donc elle a un peu de sang noir, ça ne se voit pas, elle l'a toujours caché, on comprend pourquoi, parce que c'est une société en plus très, voilà, je ne sais pas si je peux le dire le mot sur YouTube, j'en sais rien, mais vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc c'est très compliqué et voilà, et on sent énormément d'injustice vis-à-vis de cette famille. Il y a des enfants aussi chez les Shanks qui sont très débrouillards, hein, mais voilà, ils font tout ce qu'ils peuvent pour s'en sortir. Et puis, bien sûr, avec tous ces meurtres, ces arrestations arbitraires, il va y avoir une volonté de vengeance entre les deux familles et ça va aller quand même très très loin. Alors, il y a un côté toujours, je trouve, assez sarcastique chez Michael McDowell, assez ironique. On dirait qu'il se fait plaisir à plonger vraiment dans l'horreur du quotidien de ces gens qui vivent dans la pauvreté, qui commettent des actes quand même parfois assez morbide, assez dur pour pouvoir s'en sortir. En même temps, on n'arrive pas à les détester parce qu'ils font ce qu'ils peuvent pour s'en sortir et on serait à cette époque à leur place. Qu'est-ce qu'on aurait fait nous? Et de l'autre côté, vous avez tous ces, voilà, ces riches Américains qui s'érigent en monument de la morale. Nous, on sait ce qui est bien, on va faire un exemple. Et voilà. Et du coup, ça, la matriarche Shanks, hein, donc la famille pauvre, enfin pauvres si on veut, hein, puisqu'ils vivent quand même de pas mal de délits, donc ils sont pas si pauvres que ça, mais la matriarche Shanks, c'est quelque chose, hein. Je vous jure, ce personnage féminin, waouh, il a le chic, je trouve, pour créer des personnages féminins. Avec Cathy, c'était pareil. Enfin, Cathy, elle était quand même, c'est quand même une sociopathe, une psychopathe, hein, ouais, une psychopathe même. Là, on n'est pas là, là, on est dans une femme qui veut protéger sa famille, en fait. Et du coup, ouais, ça ne se fait pas de cadeau. Donc, ne vous attendez pas à avoir du fantastique, il n'y en a pas. Il y a encore cette touche sociale, mais voilà, qui n'est pas lourde, qui est présente. Il y a aussi, bon, c'est vrai que c'est un peu gros par moment, mais ça se lit très bien, même si le poche est quand même, le format est assez gros. Bon, après, c'est des petits formats, mais ça se lit vraiment très bien. Voilà, j'ai lu Cathy, j'ai lu celui-ci. J'ai beaucoup aimé les deux. Il me reste Blackwater et puis son tout dernier aussi qui est sorti. Donc, j'ai hâte de plonger dans un autre Michael McDowell. C'est un auteur que je vous conseille. Ensuite, alors, j'ai un petit peu de tout, de tout. Plutôt en fantastique. On va passer à de la mythologie avec Les larmes de l'asphodèle de Nora Leck aux éditions Hurlevent. J'ai adoré cette lecture. J'ai découvert en 2024 la plume de Nora Leck. C'est vrai que je me rends compte que j'ai oublié de dire plein de choses dans ma vidéo bilan, mais voilà, j'ai découvert plein de nouvelles plumes. J'ai découvert Nora Leck, j'ai pu la rencontrer lors d'un salon. Je la trouve vraiment adorable comme personne et j'ai beaucoup aimé les deux romans que j'ai lus d'elle. Les filles de Witch Hazelhouse qu'elle a écrit à quatre mains et puis Les larmes de l'asphodèle. Voilà, on est dans une réécriture du mythe d'Orphée et Eurydice. Alors, je ne sais pas si vous connaissez tous le mythe d'Orphée et Eurydice. Donc, je vais peut-être pas trop l'évoquer si vous ne connaissez pas. Donc, il y a une question d'une histoire d'amour très forte entre Orphée et Eurydice, d'une descente, de mort, d'une descente aux enfers. Mais ce qui était intéressant ici, c'était de voir la réécriture. Alors, j'aime beaucoup la plume de Nora Leck qui est pleine de poésie, toujours, et avec une part de sensualité, mais aussi beaucoup de douceur. Même dans les moments, les passages plus durs, je trouve que ça reste toujours très poétique, avec un petit côté mélancolique et poétique, voilà, que je vais dire encore poétique, mais oui, c'est le mot qui va rester, je pense, que j'ai beaucoup aimé. Voilà, j'aime vraiment décidément beaucoup sa plume, c'est très sympa. En plus, on va suivre Orphée et Eurydice, mais aussi ce qui se passe dans les enfers. On va notamment suivre Perséphone, qui là est un personnage, franchement, je dirais qu'on voit beaucoup Hadès et Perséphone ces dernières années. Là, c'est un personnage qui est vraiment génial. D'ailleurs, ils réécrivent aussi le mythe de Perséphone qui normalement a été enlevé par Hadès pour être emmené aux enfers. Là, on a une autre réécriture. On a des relations entre Hadès et Perséphone qui sont vraiment d'égal à égal. Ça, j'ai beaucoup aimé aussi. C'est pas c'est moi le dieu et toi, t'es que mon épouse. Non, il y a vraiment une relation d'égal à égal. Hadès la laisse quand même très libre aussi. J'ai beaucoup aimé cette relation. Et pour en revenir à Orphée et Eurydice, alors on a la naissance, je ne sais pas si c'est inventé ou si c'est vrai, je ne connais pas la naissance d'Eurydice, quelles sont ses origines. Là, ça nous est raconté. Et en fait, je ne vais pas vous dire pourquoi. Enfin, je ne vais pas vous dire qui elle est vraiment, mais elle est cachée parmi les dryades, qui sont les nymphes des bois. Voilà. Je ne vais pas vous en dire plus, mais
Du coup, mais elle ne sait pas elle-même hein, qu'elle n'est pas une vraie dryade. Donc les dryades, elles vivent toutes ensemble, hein, elles vivent près d'un village, elles se méfient d'ailleurs des hommes du village. Elles aident notamment pour les moissons à faire pousser, comme ce sont des nymphes des bois, mais aussi bon, voilà, de la nature, elles aident à faire pousser quand il y a des problèmes de moisson, le blé, la récolte n'a pas été bonne. Elles aident les hommes à survivre en même temps. Elles se retiennent, elles fréquentent très peu les hommes du village puisque comme ce sont quand même des créatures mythologiques, elles sont très belles donc elles attirent les hommes un peu malgré elles, donc elles se méfient quand même. D'ailleurs ils envoient souvent la plus âgée d'entre elles voilà, pour pouvoir discuter avec les villageois parce qu'ils sentent bien que voilà, les hommes ont un comportement vis-à-vis d'elles qui pourrait vite être déviant. Il y a d'ailleurs une autre scène qui se passe entre un dieu et une déesse, une nymphe, pardon, qui fait partie aussi de la mythologie grecque, qui a été aussi ajoutée dans ce roman. Et on la voit d'une autre façon, encore une fois, c'est mis d'une autre façon. Et encore une fois, ça rappelle effectivement le non-consentement, voilà, l'agression et comment peuvent faire les femmes pour s'en sortir. Donc pour en revenir aux dryades, elles vivent entre elles, donc elles ont des rapports saphiques entre elles. Mais on a Eurydice qui est toujours, qui ne participe jamais à ces fêtes, voilà, à ces moments de, voilà, plus charnels. On la sent en décalage. Elle ne sait pas pourquoi. Alors nous, on sait, puisqu'on connaît enfin, quand vous avez lu le livre, vous connaissez ses origines. Donc on sait pourquoi elle a ce décalage, pourquoi elle n'arrive pas totalement à s'intégrer avec ses dryades, même si celles-ci sont vraiment très gentilles avec elle. De toute façon, elle a grandi avec elle. Et arrive Orphée qui lui aussi est un petit peu en décalage par rapport au groupe d'hommes avec lesquels il est. Orphée a fait partie de ces héros grecs qui sont allés sur le bateau construit par Argos pour aller chercher la toison d'or, donc ce sont les Argonautes. Et il se sent un petit peu en décalage parce que c'est un très bon musicien, il sait enchanter, il peut enchanter des humains, des animaux, tout ce qu'il veut avec sa lyre, mais physiquement, il se sent moins fort que les autres. Il faut savoir que dedans, il y a quand même Jason, pardon, en français, il y a Hercule, il y a Castor et Pollux, qui sont des forces de la nature, donc lui, il se sent aussi en décalage, et je pense que c'est ça qui, dans le livre, rapproche ces deux personnages, le fait qu'ils ne se sentent pas à leur place vraiment où ils sont, que ce soit avec les Argonautes ou avec les Dryades, et c'est ce qui va leur permettre de se rapprocher, et bon, voilà, c'est ce qui va se passer. On a, voilà, je ne vais pas vous en dire plus, parce que si vous ne connaissez pas le mythe originel, bah, c'est un peu dommage. Je vous conseille d'aller le voir soit avant, soit après la lecture. Et puis, bah, surtout, pas vous spoiler ce qui se passe dans le livre, puisque c'est une réécriture, bien sûr. Mais j'ai beaucoup aimé la façon dont, voilà, dont l'autrice s'est emparée du mythe, de plusieurs mythes d'ailleurs, puisqu'on va parler aussi d'Hadès et Perséphone, puisqu'on va parler aussi d'Apollon. Voilà, il y a d'autres dieux qui rentrent en scène. On va voir aussi Jason. Voilà. Les autres, ils sont plus évoqués, mais on ne les voit pas. Et pour moi, c'est vraiment une belle plume, une plume à découvrir. Les éditions Hurlevent aussi sont à découvrir. C'est une ME indépendante aussi. Et franchement, allez-y, c'est vraiment très beau, c'est vraiment très poétique. Voilà, vous avez de la romance saphique à chaque fois, hein, enfin dans les deux que j'ai lus en tout cas. Même si dans les filles de Witch Hazelous, c'est plus évoqué. Là, c'est un peu plus, voilà, c'est beaucoup plus développé. C'est une lecture adulte aussi, donc... c'est pour ça aussi. Mais franchement, je vous conseille de découvrir les Hauts d'Hurlevent. Non, les éditions Hurlevent. Moi, c'est inspiré des Hauts d'Hurlevent. Et aussi Les larmes de la Sodelle et La plume de Nora Lake. Ensuite, pour partir, alors, l'heure, je ne sais jamais par quel commencer. Alors, j'ai deux livres qui pour moi, se classent un peu dans du réalisme... fantastique, du réalisme un peu, enfin du fantastique urbain plutôt je dirais. Le tout premier c'est La Citerne que j'ai reçu en service presse des éditions Naos, hein. Je vous en avais parlé, les éditions Naos, je trouve qu'ils font vraiment voilà, des publications de qualité. C'est classé young adulte, mais c'est vraiment du young adulte de qualité, quoi. C'est vraiment très très bien fait. Là c'est écrit par Sacha Bazet, c'est à 4 mains en fait. Et on va suivre, alors oui, Sarah, voilà, qui revient dans la Citerne, qui est une cité. Alors moi, je m'attendais à trouver une cité un peu HLM, un peu décrépite, un peu pourrie, voire un peu criminelle. Pas du tout. Sarah est enchantée, pressée de retourner dans ce
ce qu'on surnomme la citerne. D'ailleurs, les auteurs se sont inspirés d'un bâtiment qui existe vraiment, enfin 2 bâtiments qui existent vraiment en France, qui sont comme ça aussi de forme cylindrique avec beaucoup d'herbes sur les toits, tout autour des parcs, quelque chose voilà, où la nature a quand même de la place. Et c'est difficile à vous décrire, mais elle est vraiment très particulière, cette citerne. C'est une grande famille, en fait, tout le monde se connaît, tout le monde est solidaire. Il y a, voilà, il n'y a pas de criminalité, il y a quelques endroits qui commencent un peu à s'abîmer. Il y a notamment un trou un peu étrange. Il y a un endroit qui est censé être réparé, où il y a des décombres, mais bon, il a son rôle à jouer plus loin dans le livre. Et on a Sarah, dont les parents se sont séparés. Sa mère est restée à la citerne, son père est parti en Afrique, je crois. Donc voilà, elle est retournée à la citerne que pour les vacances. Et là, elle y revient définitivement. Elle a fini ses études. Et elle retrouve Olivia avec son compagnon. C'est des gens qui ont une petite vingtaine d'années. Hein. Et elle retrouve son amie d'enfance, Vania, mais aussi d'autres amis très proches. Et on devine tout de suite, on sait tout de suite qu'il cache quelque chose au compagnon de Sarah. Sarah elle-même sait ce qui se passe dans la citerne, mais elle ne le dit pas à son compagnon. Je pense qu'elle aimerait bien l'intégrer, mais c'est difficile. Mais on sait aussi qu'il y a autre chose qui se joue derrière tout ça. Il y a déjà ce côté assez mystérieux de la citerne. Et là, et ça, par contre, on ne sait pas. Les héros principaux non plus ne savent pas ce qu'il se passe. Il y a des secrets de famille aussi, et on va découvrir ça petit à petit. C'était vraiment prenant. Donc on est vraiment dans un milieu urbain, mais où il y a du fantastique. Déjà, de toute façon, vous rentrez dans la citerne, il y a ce fantastique très présent qui nous est dit quasiment tout de suite. Et par la suite, voilà, on découvre d'autres choses. Je vous ai parlé de ce trou assez étrange, ces décombres. Il va se passer d'autres choses. Il y a des choses qui ont été cachées aussi à Sarah, puisqu'elle n'est pas considérée non plus comme faisant complètement partie de la citerne, puisqu'elle n'y était pas tout le temps. Donc elle voudrait vivre à la citerne. Sa meilleure amie Vania, elle voudrait en sortir. Elle en a marre d'être tout le temps là. Donc il y a aussi une dispute entre ces 2 meilleures amies, et ça va déclencher une série d'événements où voilà, plein de choses vont ressortir, et pas le meilleur. Mais en même temps, il reste toujours ce sentiment de solidarité, je trouve, entre les différentes familles, entre ce groupe de jeunes qui se connaissent depuis l'enfance, et ce qui va aider à l'exploration de cette citerne, hein, parce qu'ils vont aller vraiment dans les profondeurs de la citerne, découvrir certaines choses, parce qu'elle a été bâtie aussi sur autre chose. Voilà, je ne veux pas vous en dire trop, parce que c'est intéressant de découvrir ça au fur et à mesure. Et c'était vraiment, encore une fois, chez Naos, une très belle lecture. Je ne suis jamais déçue. Je n'ai pas lu tous leurs livres, hein, mais franchement, l'année 2024, ça a aussi été la découverte de cette maison d'édition. Alors, ils sont dans le même groupe que Mnemos. Mnemos, c'est aussi de la SFFF, mais adulte. Et Naos, c'est leur section Young Adult. Mais je vous dis, c'est du Young Adult déjà bien recherché. Même si vous n'aimez pas trop le young adulte, vous pouvez y aller. Franchement, il y a aucun souci. C'est vraiment très, très prenant. Sacha Bazet ont écrit aussi un autre livre qui s'appelle Ce qui nous hante. Et je crois qu'il y a un rapport entre les 2 livres. Je le lirai. J'espère pouvoir le lire en 2025. En tout cas, ça me tente forcément. Alors là, celui-ci, j'ai laissé tous les petits papiers dedans. Il va falloir que je range quand même. Donc là, c'est Le Héron d'Argent. C'est une maison d'édition que je suis depuis un moment. Et ils m'ont proposé de m'envoyer ce roman en service presse. J'ai dit oui tout de suite, parce que je l'avais déjà repéré. C'est La cuve de Lucas et Malo Guyon. Là aussi, c'est un 4 mains. Perdre son rôle est bien pire que la mort. Encore une fois, on se retrouve dans une ville. Sauf que cette ville-ci, c'est pas comme la citerne où vous étiez voilà, dans quelque chose qui peut vraiment exister. Voilà, qui est un milieu urbain où se passent des choses fantastiques. Là, on est dans une cité qu'on appelle la cuve, où en fait les gens ne sont définis. Alors déjà, il y a 2 classes. Il y a ceux qui sont des figures, c'est-à-dire qui ont un rôle, et il y a les figures dont on se fiche un petit peu, ou c'est un petit peu les laisser pour compte. Alors les rôles, c'est très simple, ça peut être le maire, ça peut être la secrétaire du maire, vous avez le synoc, c'est-à-dire le fou, vous avez le commissaire, vous avez le détective, vous avez le marchand de jouets, vous avez le boucher, voilà, c'est plein de personnages, le musicien, le batteur, le chanteur, le bassiste, voilà, on n'a jamais un seul prénom, ils se définissent uniquement par le rôle, et le rôle les y tiennent, parce que s'ils le perdent, et ben c'est le néant avec un N majuscule, on ne sait pas trop ce qui leur arrive. On sait qu'il y a 2 personnes qui vont venir les visiter avant qu'ils perdent définitivement leur rôle et rejoignent le néant. C'est une femme assez étrange et qui est recouverte de plumes. C'est pareil, encore une fois, c'est difficile à vous décrire parce que ce sont vraiment des univers très étranges, très particuliers, et j'aime beaucoup cette atmosphère. Et voilà, on est en plein...
quelque chose vraiment de très, très étrange. J'aime beaucoup ces atmosphères avec ce côté huis clos et inquiétant, puisque tout se passe dans cette cuve. Même, encore une fois, il va falloir plonger et creuser au fin fond de cette cuve pour savoir ce qu'il s'y passe. Et voilà, vous avez des tunnels, des secrets, et vous avez ce huis clos, puisque tout se passe dans la cuve, et on suit que quelques personnages. C'est voilà, c'est vraiment des atmosphères étranges, oppressantes, angoissantes, et moi, c'est le genre de lecture que j'adore. Et voilà, donc tous ces gens voilà, tiennent plus que tout à leur rôle, parce que s'ils le perdent, c'est le néant. Donc vous voyez, je ne sais pas si vous avez compris déjà la métaphore, mais voilà, il y a ce côté métaphore de la société où chacun joue un rôle dans la vie de tous les jours, où chacun se définit pas forcément que par sa fonction, mais ça peut aussi être par ses hobbies, par, si on va au-delà du livre, par aussi sa personnalité, ce qu'il accepte de montrer aux autres seulement. Donc j'ai bien aimé ce côté métaphorique aussi. Et ça démarre très fort. Il y a une petite partie horrifique puisqu'on assiste voilà, à la disparition d'un premier personnage. Alors nous on la voit cette disparition. Oui, c'est un peu horrifique. Il y a quand même des monstres dedans. On ne sait pas trop d'où ils viennent, ce qu'ils veulent exactement. Et puis il y a plusieurs personnages qui disparaissent. Le maire est très embêté parce que lui ce qui l'intéresse c'est le pouvoir et il ne veut pas trop que la journaliste l'avantage c'est comme moi vous ne retenez plus les noms des personnages, c'est qu'avec les fonctions, enfin les rôles, j'ai pas besoin de chercher les noms. Donc la journaliste enquête et publie des articles, donc ça ne plaît pas trop au maire parce qu'il ne voudrait pas perdre ses élections, son pouvoir. Donc alors il fait deux choses, enfin même trois, il met le commissaire au rebut. Il engage un détective privé et il crée une milice, donc je vous dis, avec le marchand de jouets, le boucher, le marchand d'armes à feu, je crois aussi, voilà, 4 personnes comme ça. Alors eux sont complètement vendus au maire, tandis que le détective privé veut vraiment faire la lumière sur ces disparitions. Et puis il va enquêter. Alors, on va y avoir aussi une ellipse temporelle, des choses qui même pour les gens de la cuve sont très étranges. En fait, la cuve devient une entité à part entière, un peu comme la citerne dans celui-ci. Ça devient des entités à part entière. On a l'impression qu'elles vivent, qu'elles vibrent, qu'elles contrôlent les humains qui vivent parmi elles. C'est très particulier aussi, cette humanisation, c'est peut-être pas le mot, parce que si, ils ont aussi des sentiments, mais c'est surtout une idée d'écraser, enfin du moins dans la cuve, d'écraser l'être humain. Et voilà, et donc il va y avoir une plongée aussi dans les... Voilà, ce sont des abattoirs, je crois, qui ont été fermés il y a des années de ça, parce qu'il y a eu un drame. Tout ça, on l'apprend au fur et à mesure aussi de la lecture. Et ils vont devoir aller enquêter, notamment dans ces abattoirs, dans les sous-sols, aller dans les tunnels. Et là, ils vont découvrir des choses mais horribles. Et on a toujours ces monstres qui sont là, qui planent. Et c'était vraiment très prenant, c'est le genre d'ambiance que j'aime. On a une fin, mais la fin nous met en garde aussi sur d'autres choses. Puis bien sûr, oui, vous avez une métaphore de la société, quoi. Effectivement, on joue tous un peu un rôle, qu'on a tendance à vouloir nous mettre dans des cases, qu'il y a certaines personnes, si on n'arrive pas à les mettre dans les cases ou si elles ne correspondent pas à ce qu'on veut d'elles, si elles sont déviantes, marginales, ou si elles sont des fois tout simplement malades, on s'en débarrasse comme des moins que rien. Donc vraiment, en plus, cette métaphore de la société, c'est vraiment intéressante sans être lourde, parce que vous avez quand même ce côté très angoissant, vous avez un peu de monstruosité. C'était vraiment prenant. En tout cas, c'est une lecture que j'ai beaucoup aimée. Ensuite... pour rester un petit peu, je vais vous parler de Cœur de magma, premier degré attisé, de Shonès Yugshkin. J'ai peur de mal prononcer son nom à chaque fois. Alors là, c'est un service presse que j'ai reçu de BOD, donc c'est Book on Demand. Ils éditent des livres et vous pouvez demander à en recevoir un. Là, j'ai demandé le 2 au mois de décembre, je ne l'ai pas encore eu. C'est fait, je crois que je relance ma demande. Mais donc, si j'ai demandé le 2, vous doutez bien que j'ai beaucoup aimé le premier. Là, on va être... Alors, c'est un peu étrange parce qu'on est dans un Far West, mais un Far West fantastique. On est en 1907 dans le Wisconsin et on va suivre Edan.
Alors, les prénoms sont écrits d'une façon un peu particulière. Dans l'absolu, je pense que je devrais prononcer Aedan, puisque vous avez un A et un E collés. Tous les noms sont écrits comme ça. On est bien dans le Far West. On a voilà, Edan qui arrive avec son père dans un petit village américain. Il y a pas mal d'anglicismes, mais ça choque pas. Alors, ça choque pas, ça gêne pas, ça donne au contraire un côté encore justement plus américain, un peu plus cow-boy avec ses expressions. Mais avant de voir Edan et son père arriver dans le village, on assiste au lynchage, enfin pas au lynchage, mais Edan est en prison et il a soi-disant tué une jeune femme du village et les gens tentent de le brûler vif. Il en réchappe, il y est sauvé par un mystérieux inconnu. Voilà, là, je ne vous spoile rien, hein, c'est marqué dans le résumé, c'est au tout début du livre. Et puis, on va voir, voilà, on va voir des flashbacks de ce qui s'est passé tout en assistant à la guérison d'Edan et voilà, tout en découvrant un petit peu plus cet inconnu sans savoir exactement ce qu'il veut. Voilà, ça reste, il reste beaucoup d'interrogations sur celui qui l'a sauvé et on voit son arrivée dans cette ville du Far West. Notamment, ils adorent des dieux voilà, différents des nôtres, des dieux inconnus. Edan et son père adorent un dieu alors que ceux du village adorent un autre dieu. Donc c'est aussi une raison de plus pour les mettre un peu de côté et pour se venger d'eux ultérieurement. Edan va rencontrer une jeune femme, ça va créer énormément de jalousie. Bon, et on arrive à ce drame. J'ai beaucoup aimé... j'adore les westerns. Hein. Enfin, j'en ai vu énormément quand j'étais jeune, même enfant, puisque mes parents adoraient, pas les plus violents, hein, je vous rassure, mes parents adoraient les westerns aussi. Voilà, je me rappelle voilà, l'émission La Dernière Séance, où il y avait souvent des westerns. J'adorais vraiment cette émission qui était animée par Eddie Mitchell, qui avait une connaissance sur le cinéma, mais tout simplement incroyable, et une façon d'en parler, j'adorais ça. Et voilà, du coup, on a vraiment cette ambiance western, hein, puisqu'on est au 19e siècle dans l'ouest des États-Unis, au Wisconsin. Pas fin 19e siècle, début 20e, pardon, mais voilà, dans le Wisconsin. Voilà, donc, très ambiance Far West. Les anglicismes voilà, vous replongent davantage encore, je trouve, dans cette ambiance. Et en même temps, il y a ce petit côté un peu décalé, un peu fantastique, puisque effectivement, il y a des dieux inconnus, il y a des rituels un peu particuliers. Et puis, il y a surtout Edan et ce mystérieux inconnu. On se demande en fait ce que ça va donner. Alors, Edan, évidemment, ressort de là avec un seul désir, c'est celui de se venger. Donc, c'est bien que ça... Voilà. Je ne sais pas ce que ça va donner dans le deuxième tome. Je pense qu'on va voir davantage la vengeance d'Edan. Mais en tout cas, c'était un premier tome. Il est très court en plus. Je ne me souvenais pas qu'il était aussi court. Mais voilà, c'était prenant. J'ai beaucoup aimé l'ambiance. J'aime bien les westerns, donc western plus fantastique, je pouvais qu'au foncer. Hein. C'est deux mots magiques pour moi, donc tout de suite j'y suis allée. Et j'ai vraiment adoré. C'était voilà, il porte aussi une bague. Je ne sais pas trop si cette bague aura un rôle à jouer plus tard. Voilà. Il y a encore plein de mystères qui planent en tout cas sur cette lecture et sur ces personnages. Et je ne sais pas vers où Edan va aller, s'il y aura une terrible vengeance ou pas, c'est à voir. Ensuite, j'ai lu alors l'épisode 3 de Mirage Memories. Alors là, nous sommes dans l'arc 1, Rébellion, et l'épisode 3, Les Espoirs Perdus de SP de Croix. Pareil, je l'ai lu par Book on Demand, par BOD. J'avais commencé la série en 2024. Alors, il y a énormément de tomes dans cette série, et l'autrice est en fait en train de retravailler tous ces tomes. Il y a un reflet dans la couverture, c'est un peu casse-pied. Couverture que je trouve très belle, moi. Et puis, voilà, oui, cette femme enceinte et... Ça a une très grosse importance, ça a une double importance d'ailleurs. Pour moi, il y a deux interprétations dans cette couverture avec cette femme enceinte. Voilà, donc je vais pas trop vous spoiler parce que c'est un tome 3. On est dans un monde post-apocalyptique, une dystopie, où le désert a recouvert l'intégralité de la planète, enfin, du moins du monde dans lequel vivent nos personnages. Les ressources sont très fortement diminuées. Il y a eu des guerres. Il y a eu la bombe atomique, je crois aussi, je ne dis pas de bêtises. Bon, j'ai un doute, mais bon, il y a eu des guerres. Et puis, surtout, ce qui s'est passé, c'est que les humains se sont scindés en deux groupes. Il y a ceux qui sont restés humains et il y a les autres qu'on appelle les télépathes qui ont développé des pouvoirs. Alors, pas forcément de télépathie, hein, ça peut être d'autres pouvoirs. Et les télépathes
portés par leur chef, ont décidé de soit tuer les humains, soit les réduire en esclavage, de leur prendre toutes leurs ressources, ce qui a encore recréé des guerres. Et en fait, les humains se sont réfugiés dans la cité de Mirage, où ils ont réussi à mettre en place un dôme qui empêche tout pouvoir de transpercer ce dôme et d'attaquer la ville. Et au tout début du tome 1, on suit des jeunes, bon, c'est des ados, hein, ouais. Alors après, la temporalité n'est pas tout à fait la même, donc on pourrait dire que ce sont de très jeunes adultes qui ont moins de 18 ans, et ils ont quitté le territoire des télépathes, ils ont eux-mêmes des pouvoirs, pour se réfugier dans la cité du Mirage, parce qu'ils ne sont plus d'accord avec ce que fait leur chef. Ils ne sont pas super bien accueillis à Mirage, évidemment, puisqu'on se méfie fortement d'eux, on leur met des bracelets qui les empêchent d'utiliser leur pouvoir. Et puis, en fait, on va découvrir plein de choses. L'autrice termine souvent avec des batailles assez épiques, avec des finales assez épiques, voilà, très prenants. On est beaucoup dans ce tome 3, beaucoup dans la psychologie des personnages, dans le relationnel entre les différents personnages. Ça va de plus en plus en se développant, parce qu'on est déjà dans un tome 3. Et en même temps, vous avez toujours ce final très épique. Il y a aussi des flashbacks. Il y en a énormément dans celui-ci qui expliquent comment aussi on en est arrivé à cette situation. On voit le passé, notamment des parents de nos personnages principaux. Il y a plein de secrets qui vont être mis au jour. Enfin, à jour, au jour, je ne sais plus. Enfin bref, qui vont être révélés. Et c'était voilà, c'était vraiment très, très bien fait. J'aime bien. Franchement, j'ai pas de... C'est un tome 3, pas de lassitude, toujours plein de surprises. Je trouve vraiment les flashbacks encore plus intéressants dans ce tome 3, puisque voilà, on en apprend davantage sur sur les parents, sur l'histoire du grand vilain voilà, de cette saga. Et puis aussi, l'autrice a rajouté des créatures tout simplement horribles, qui sont des vers. Alors ça fait penser, sur le premier temps, moi ça me faisait penser à Dune. En fait, alors oui, ils ressemblent à des vers comme dans Dune, hein, c'est-à-dire qu'ils vivent sous terre, enfin sous le sable, sauf que la différence de Dune, enfin j'ai pas lu les livres, j'ai juste vu le film, enfin le premier du moins. Ils sont capables de communiquer entre eux, ils ont un système hiérarchique en place aussi, ils se divisent en différentes tribus. Voilà, c'est vraiment des créatures intelligentes. Il y a des scènes où on les voit communiquer ensemble. Alors, c'est surtout dans le tome 2 et le tome 3. C'est affolant parce qu'elles sont pas sympathiques, ces créatures, hein. Elles ne pensent qu'à bouffer de l'humain, donc télépathe ou non télépathe d'ailleurs. Voilà, même si des fois, ils essaient de mettre en place des alliances, des choses comme ça. Même si entre eux, ils se battent aussi, ces vers. Enfin... Voilà, ça rajoute un côté encore plus horrifique, et on se demande à quel moment ils vont intervenir, comment ils vont intervenir, et voilà, ça rajoute, parce que vous avez déjà des scènes assez, voilà, assez épiques de bataille, et d'un seul coup vous avez les vers qui apparaissent. C'est des créatures monstrueuses, hein, tout simplement. Elles sont aussi grosses que ce qu'on peut voir dans Dune, peut-être même plus, je sais pas, mais au moins aussi grosses. Donc c'est vraiment très prenant. J'aime beaucoup aussi le travail éditorial qui a été fait par l'autrice. En plus, tout est repris au début. Vous avez une chronologie à la fin des événements antérieurs, comment on est arrivé là. Vous avez un glossaire, vous avez les noms de tous les personnages, ce qu'ils font. Enfin, franchement, j'ai beaucoup aimé. C'était vraiment... c'est comme ça, c'est clair, ça permet aussi de se référer, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de personnages, et des fois, ouais, il y a des choses que j'ai oubliées, mais du coup, ça permet de remettre bien les choses en place. Et voilà, je trouve qu'il y a eu pas mal de psychologie, de relationnel qui ont été développés, avec des flashbacks qui étaient vraiment très, très importants, et voilà, qui rendent le livre encore plus prenant, et toujours avec un final très épique et très... voilà, très flamboyant, très addictif. Une série que je vous conseille aussi. Et puis, pareil, reçu en service presse. Je vous avais pas fait le tome 1, donc j'avais dû vous en parler en reading vlog, mais je vais vous parler des deux maintenant. C'est Le Monde de Kera, donc le tome 1, La Chute, et le tome 2,
L'embrasement de Hervé Deveau. Là, c'est l'autrice qui m'avait contacté pour me les envoyer. Il y a longtemps que je n'avais pas... Pour moi, c'est pas de la simple urban fantasy. C'est classé en urban fantasy. Il y a longtemps que j'en avais pas lu parce que j'en ai lu beaucoup à une époque et je m'étais un petit peu lassée du genre. Notamment, il y en avait où il y a énormément de scènes de smut et tout. Enfin, voilà, c'était un petit peu lassant. J'en ai d'ailleurs des séries que j'ai toujours pas finies. J'ai pas envie de les revendre, mais en même temps, je les lis pas. Et là, franchement, ça m'a réconcilié avec le genre. Bon, évidemment aussi, je pense qu'il y a un nouveau souffle qui a été donné à ce genre, que j'ai bien ressenti là, dans ces 2 tomes. Alors, je ne sais plus combien de tomes sont prévus. Il y en a un 3e, ça c'est sûr, mais je ne sais plus. L'autrice me l'a dit en plus. J'ai oublié. Mais en tout cas, c'est très prenant. Nous sommes à notre époque. Alors, le tout début, ça se passe... je ne sais plus si l'ouverture, ça se passe à notre époque. Non, ça commence... en fait, on va avoir 2 temporalités. On va avoir l'avant et l'après, c'est-à-dire avant Apocalypse, après Apocalypse. Alors, une apocalypse un peu particulière puisque c'est une apocalypse de créatures surnaturelles. Alors, cette série, elle est dans le même monde que l'autre série de Hervé Deveau qui s'appelle Les Gardiens d'Apophis. J'ai pas lu Les Gardiens d'Apophis. Ça ne m'a pas gêné du tout dans ma lecture, donc vous pouvez y aller tranquillement, il n'y a pas de souci. Par contre, clairement, les Gardiens d'Apophis sont dans ma wishlist parce que j'ai très envie de les lire. Je crois qu'il doit y avoir 4 tomes. Et ça se lit très bien, la plume est très fluide. Et j'ai beaucoup aimé l'héroïne, j'ai beaucoup aimé le côté, ce qui s'est passé avant, ce qui se passe maintenant, les créatures surnaturelles qu'on peut voir, la façon dont l'autrice nous les montre, parce que là on va être notamment dans des dimensions démoniaques, c'est bien, des dimensions démoniaques, donc avec des démons, mais des démons pour le coup, alors c'est pas, effectivement c'est pas des enfants de cœur, mais c'est pas non plus les créatures affreuses et sanguinaires qu'on peut imaginer. Toutes les créatures surnaturelles, en fait, il y a des gentils, il y a des méchants parmi les créatures surnaturelles. En fait, on va découvrir que les créatures surnaturelles vivaient déjà parmi les humains, mais voulaient vivre en paix, mais il y en a qui ne voulaient pas vivre en paix, et notamment s'emparer du monde des humains. Et on suit Kera, qui vivait à Londres. Là, elle est réfugiée dans une dimension démoniaque, avec un autre humain qui s'appelle Joshua. Ils ont aidé, en fait, sans le savoir, un enfant démon, bon, sauf qu'il est plus vieux qu'eux, mais voilà, en âge de démon, c'est un enfant. De ce fait, ils ont été acceptés dans cette dimension démoniaque. Les démons ont bien voulu les secourir et leur offrir un abri. Mais Kera revient sur Terre régulièrement. Donc dans un Londres post-apocalyptique complètement dévasté, elle cherche quelqu'un et on voit son passé. On voit qu'elle vivait avec un homme, qu'elle attendait un enfant, qu'elle avait une vie somme toute normale. Et on voit les premières attaques. C'était vraiment prenant. Et on apprend à la fin... alors c'est un personnage qui est démoli psychologiquement. On peut la sentir froide et distante de tout, mais on se rend compte par certaines choses qu'elle laisse échapper, qu'elle n'est pas froide du tout et qu'elle a encore des sentiments, mais c'est très compliqué. Elle s'oppose notamment à Arquès, qui est un démon, qui a un rôle très important dans la hiérarchie démoniaque, qui veut pas qu'elle ait encore des rapports avec le jeune enfant de démon qu'ils ont sauvé, parce qu'il trouve qu'elle est toxique pour lui. Voilà, bon, ces relations un peu particulières. Il n'y a pas de scène, il y a très peu de... Il n'y a pas de scène spicy dans ces 2 tomes. Il n'y a pas de... Voilà. On se dit qu'il va y avoir quelque chose, mais c'est vraiment effleuré et... J'avoue que ça fait du bien. Ça fait du bien que ce soit plus axé sur le personnage de Kera, sur son passé, sur ce qu'elle a vécu et sur ce qui est devenu le monde à l'heure actuelle. Et là, dans ce tome 2, on va commencer avec l'avant, tout le chemin qu'a dû parcourir Kera, sa rencontre avec Joshua, sa rencontre avec Jol, qui est l'enfant, je ne sais pas si on dit Jol ou Yol, c'est un J, l'enfant démon qu'il rencontre. Voilà. On sait aussi pourquoi elle continue à venir sur Terre. Toute cette traversée. Alors au début, je me suis dit, ouais, c'est assez classique. Et après, j'étais complètement prise dans le lit. Je me dis, mais c'est pas possible. C'est vraiment post-apocalyptique, mais dû aux créatures surnaturelles. Et il y en a...
voilà, bon, certaines vivaient en paix avec les humains sans se faire connaître. Mais là, bon, celles qui sont arrivées sur Terre, c'est pour se servir des hommes, c'est pour les bouffer, leur prendre leur sang. Vous avez des vampires, vous avez des démons, même les anges sont horribles dans cette saga. Et, je veux dire, les démons sont un moindre mal, hein, quelque part. Enfin, en tout cas, ils sont pas mieux que les démons. Et voilà, et ce truc post-apocalyptique dû à des créatures surnaturelles, j'ai beaucoup aimé parce que je me rappelle pas avoir lu ça dans beaucoup de romans. Oui, qu'il y a un coming out fait par les créatures surnaturelles dans l'urban fantasy, oui, mais qu'il soit aussi violent, je l'ai jamais vu. Et vraiment, on traverse avec Joshua et Kera tout ce monde, enfin ce Londres qui est complètement dévasté avec quelques poches d'humains par-ci par-là, d'humains dont parfois il faut encore plus se méfier que des créatures surnaturelles, d'autres à qui vous pouvez faire confiance. C'est leur parcours voilà, dans ce Londres dévasté et il était vraiment très prenant, très addictif, très violent aussi. Hein, et en même temps, on voit Kera, si elle n'avait pas Joshua avec elle, on a l'impression qu'elle aurait laissé tomber. En même temps, elle a quand même envie de vivre. Voilà, il y a toute cette ambiguïté aussi du personnage féminin qui a été détruit, mais on sent qu'il y a une part d'elle qui va encore survivre quand même. Et puis, on se retrouve voilà, à l'heure actuelle où elle est chez les démons. Et bon, il lui est arrivé quelque chose dans le tome 1, ce qui fait qu'elle va devoir jouer un rôle plus important au sein de toute cette histoire. Et puis, on va apprendre des choses aussi sur son passé, voilà, sur des choses qu'elle-même ignorait. Donc, c'est vraiment, vraiment une bonne série d'urban fantasy, je dirais même post-apocalyptique. Je vous la conseille. Si vous aimez le post-apo avec urban fantasy, sans qu'il y ait trop de romance, pas de smut, allez-y, c'est bien écrit, c'est prenant, c'est fluide, c'est addictif. Franchement, ça a été un régal. Bon, le tome 3 n'est pas encore sorti, c'est mon seul regret. Mais voilà, sinon c'était vraiment super. Donc je vais m'arrêter là, ça fait déjà quand même pas mal de livres pour un premier point lecture. De toute façon, vous inquiétez pas, j'en ai encore plein à faire, donc ça va aller. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez certains de ces livres, comme d'habitude, si vous voulez plus de précisions sur les romans que je viens de vous présenter. Et puis, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!